Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur ce nouveau podcast des podcasts Box Attitude. Alors, on va parler ensemble de la carte. Voilà, de la carte Usyk Fury 2. On va faire un petit tour un peu des noms qu'il y a. Je vais vous dire les combats qui moi m'intéressent, ceux qui très franchement m'intéressent moins. Donc là, vous avez sous les yeux la carte officielle. Quand vous m'écoutez sur YouTube, vous avez la carte. Très sincèrement, il n'y a pas 50 combats qui m'intéressent. Avant d'en parler et de présenter un peu le combat principal avec les enjeux de ce combat-là, on va revenir un peu plus factuellement sur les enjeux. Je reviendrai un peu plus tard sur des aspects un petit peu plus tactico-techniques de l'enjeu entre Usyk et Fury pour renverser le combat et pour gagner ce combat revanche. J'en parlerai dans d'autres vidéos de ça, un peu comme je faisais à l'ancienne, présentation du combat, point fort, point faible de l'un, point fort, point faible de l'autre, avant un tel événement. Mais avant ça, je vais profiter d'être sur la chaîne secondaire pour partager avec vous une petite réflexion que j'ai autour de mes vidéos, des sujets de mes vidéos. Comme vous le savez, j'ai cette chaîne secondaire pour pouvoir parler un peu plus de l'actualité en général de la boxe et sans charger la chaîne principale qui a besoin quand même pour faire de l'audience d'être plus sur des sujets grand public ou parfois pas forcément des sujets grand public, où vraiment où moi je conserve les sujets dont moi j'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer sur un sujet, faire un face caméra ou faire une histoire de boxeur. Voilà, je me réserve un peu mes vidéos plus poussées sur ma chaîne principale, et sur la chaîne secondaire je vais avoir ces podcasts où je vais pouvoir parler de plusieurs sujets en même temps, passer d'un sujet à l'autre avec des rubriques assez généralistes en parlant des combats du week-end, les résultats du week-end, donc ça me permet de parler de plusieurs choses, et bien sûr les comment va la boxe, où là je parle un peu de toute l'actualité. D'ailleurs il faut que je prenne un petit peu des notes parce qu'il y a des choses à annoncer et j'espère vous faire un prochain comment va la boxe d'ici 2 jours quoi. Et c'est vrai que souvent sur la chaîne principale j'ai des commentaires. Alors, c'est assez régulier, mais ça reste assez peu de commentaires, parce que j'ai les stats qui sont assez impressionnantes sur les 28 derniers jours, parce que YouTube te dit toujours les 28 derniers jours, j'ai quasiment 900 commentaires. C'est énorme. Donc, il y en a quand même très peu qui vont faire la réflexion, qui vont me faire la remarque dont je veux amener une réflexion avec vous aujourd'hui. Ça va être sur l'aspect oui, mais t'as pas parlé de ce cas-là. Oui, mais t'as pas parlé de ce boxeur-là. Avant, quand j'étais que sur la chaîne principale, ça m'arrivait de pas répondre aux gens parce que, bien sûr, de toute façon, je peux pas satisfaire tout le monde. Donc, tu peux pas répondre à tout le monde parce que on parle du principe, c'est même pas que je fais ce que je veux, c'est que je ne peux pas, vraiment, c'est pas humain de satisfaire tout le monde. C'est impossible. Je fais des vidéos, je fais ce que je peux, en fait. J'ai des restrictions de temps, j'ai des restrictions de choix aussi de sujets. Donc, c'est humain, c'est normal, en fait. C'est juste normal. Mais, donc, à l'époque, je répondais quand même en disant, j'ai privilégié ce sujet, celui-là, je l'ai passé parce que j'ai pas forcément des fois envie d'en parler, ça arrive. Mais là, aujourd'hui, en général, quand on me fait cette remarque, j'ai parlé du sujet, mais sur la chaîne secondaire. J'ai parlé de tel boxeur, de tel événement, mais les gens sont passés à côté. Et c'est vrai que je me demande comment amener les gens à consulter ces podcasts. Bon, après, j'aurai toujours ce genre de réflexion. Comment faire comprendre que les sujets plus généralistes, plus de niche, vont être abordés dans des rubriques sur la chaîne de podcast. Donc je ne sais pas si je devrais, pendant un temps, en faire un peu plus la promotion sur la chaîne principale, soit en début de vidéo, soit en fin de vidéo. Ou alors, je continue à faire ce que je fais et juste, quand je sors un podcast, je le partage sur la chaîne principale. Je le mets en commentaire sous la dernière vidéo, je sais pas. Et en même temps, j'ai pas envie de faire le relou. Parce qu'en fait, c'est ça qui me saoule, c'est toujours faire le relou à dire j'ai cette vidéo qui est sortie, j'ai parlé de ça là-bas. En fait, c'est fatigant. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui me fait ce reproche-là en commentaire, je lui réponds gentiment en disant écoute, navré que ça te déplaise. Déjà, mais moi je dois payer les factures, donc je dois faire des sujets qui me payent. Toi, quand tu vas au boulot, ce qui importe, c'est que tu sois payé à la fin du mois, d'accord ? C'est pas de faire plaisir à ton collègue qui est à côté de toi et en choisissant le stylo de couleur rouge et pas le bleu, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est des détails. Toi, tu veux juste faire ton taf. Donc ton collègue, si ça arrivait, tu lui dirais gentiment de se mettre le stylo dans l'oignon. Voilà, moi je dis pas ça. Je dis aux gens, voilà, je dois payer les factures, je fais mes choix. Par contre, ton commentaire, il est pas correct, il est injuste, ton reproche que tu me mets publiquement, tu me mets un reproche publiquement, tu me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas, alors que j'ai traité des sujets
sur un endroit qui, pour moi, c'est plus adapté. Pour moi, c'est plus adapté. Des petits sujets de niche qui vont parler à 40 personnes, parce qu'on est limite dans ces chiffres-là, parce que je vois les chiffres sur ma chaîne, je vois les gens qui commentent sur la chaîne secondaire. Ça me dérange pas, c'est comme ça. On a moins de commentaires. Moi, je les lis toujours, les commentaires. Hein. Je les like moins sur la chaîne secondaire, mais ne vous empêchez pas de commenter parce que je les vois. C'est juste, en fait, j'ai accès à YouTube Studio, moi, pour gérer les commentaires. Et je suis plus sur YouTube Studio de la chaîne principale. Donc, c'est là où j'ai plus l'occasion de répondre. Mais je consulte quand même les commentaires sous ma chaîne secondaire et je vois quand même ce que vous m'écrivez. Donc, ne vous gênez pas, commentez parce que ça m'aide aussi à construire mes prochains sujets. Donc voilà, j'ai fait une longue introduction, j'en suis navré, mais c'est un sujet qui me tracasse en ce moment et j'ai pas envie que ça me rende négatif et aigri. Ça, c'est un peu ma limite. Je veux pas être un créateur de contenu qui commence à être aigri. Surtout que la boxe en France, on peut facilement devenir mauvaise langue. On peut facilement devenir langue de pute. On peut facilement être aigri. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de communiquer ma passion, mon kiff. Donc déjà, je parle des combats qui me font kiffer. Parce que je pense que ça se ressentirait si à un moment je commence à parler des combats juste pour faire de l'actu et sans être intéressé. Donc déjà pour moi c'est la priorité, c'est de continuer à être porté quand je fais un sujet. Et en même temps, voilà. Bon, écoutez, j'ai fait le tour, je pense que vous avez compris. On va enchaîner. Alors dans la carte, très sincèrement, le premier combat qui m'intéresse, ça va être, parce que c'est un Français, c'est Dylan Collin contre Daniel Lupin. Vous voyez, c'est le troisième combat. En partant du bas, et on remonte jusqu'au combat principal. Donc, Daniel Lupin, qui va affronter Dylan Collin, donc le français. Très sincèrement, je pense que c'est un match-up qui est complètement fait pour Daniel Lupin. Daniel Lupin, en étant 75e mondial et à 10-0, on est en train de lui monter sa carrière. Et ça, il faut le prendre en compte. On est en train de construire sa carrière pour qu'il grimpe. Donc, on choisit les adversaires pour que ça lui fasse gagner des places, ça le fasse monter dans les classements et que plus rapidement il ait droit à des affiches qui vont commencer à être lucratives pour lui, qui vont commencer à être intéressantes et après on va arriver à une chance mondiale. Donc on est chez les légers. Chez les légers en général on arrive à avoir des Français qui performent. Il est grand Daniel Collin, il fait 1m85. Attends, mais c'est pas possible. Daniel Lupin, il fait 1m98. Il fait quasiment 2 mètres. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est quoi ces chiffres? Ils sont pipés, ces chiffres, c'est pas possible. Daniel Lupin, il me dit quelque chose. Hein. Moi, je crois que je l'ai déjà vu dans les cartes de Usyk. Il fait beaucoup de cartes en sous-carte de Usyk. C'est un Ukrainien. Hein. Et je crois que c'est lui qu'on voit beaucoup dans les camps de Usyk. D'ailleurs, j'aime beaucoup les vidéos de camps de Usyk sur sa chaîne YouTube. Et je sais pas si vous en regardez. Ouais, c'est ça, c'est lui, ça y est, je le reconnais. Il est même des fois dans le coin de Usyk. Je crois que je l'ai déjà aperçu dans le coin de Usyk. Donc il est très proche de Usyk. Bon, on va pas se mentir, Dylan, t'es dans un bourbier. Voilà, clairement t'es dans un bourbier. Mais s'il peut faire une perf, le dernier à qui j'ai dit « fais de ton mieux, il faut juste que tu marques les esprits », il a fait plus que marquer les esprits. Il a battu Jem Munguia par KO et aujourd'hui il fait le tour du monde. C'était dans le dernier podcast où je disais... Vas-y pour marquer les esprits, Bruno Suras. Et il a fait une dinguerie. Donc on sait pas, imagine que... Alors, ça sera beaucoup moins retentissant. Voilà, même s'il signe un KO. En fait, tous les autres combats qu'il va y avoir, ça va faire passer la lumière sur sa série. Même si Dylan Collin, imaginons, on est là, on est dans un trip. Imaginons que Dylan, il mette KO Daniel Lapin. Avec les combats qu'il va y avoir après, et le main event Usyk Fury, ou même si c'est un combat où il se passe rien, on va parler que de ça. Ça va être très difficile de faire le tour des médias comme Bruno Suras l'a fait. Bruno Suras, il a bénéficié d'un coup de peau incroyable, c'est que ce week-end-là, il n'y avait pas d'autres noms de boxe qui combattaient. Il était en main event au Mexique, et en plus, il fait un KO hyper impressionnant. Donc en fait, les planètes sont alignées pour que ça fasse le tour du monde. Et tant mieux pour Bruno Suras, mais ça m'étonnerait qu'on ait 2 fois le même coup. Bon voilà, je voulais vous parler de ce combat-là, moi ça m'intéresse, je vais quand même le regarder, ne serait-ce que pour regarder l'ascension de Daniel Lupin. C'est vrai aussi que c'est quelque chose que je veux suivre, et puis en même temps en se disant, si le français peut faire une perf, on va pas bouder notre plaisir. Autre combat, alors je vais pas parler de McGrail contre Edwards, je regarderai, parce qu'à partir de là je regarderai tous les combats. Attendez, parce que moi j'ai un anniversaire samedi soir, donc peut-être que je vais arriver que pour le main event, ou le co-main event quoi.
Donc je pourrais pas voir tout ça. Bon, je rattraperai après. Je pourrais être en replay. Mais après, il y a les 2 combats poids lourds qui sont quand même intéressants. Ils sont pas... C'est pas dinguerie, hein, on va pas se mentir, c'est pas dinguerie les combats poids lourds. Mais c'est intéressant. Alors le premier, c'est avec un certain Dave Allen, qu'on connaît. Vous vous souvenez de lui? Allen. Eh oui, c'était celui qui avait affronté Tony Yoka à la belle époque. Et donc il affronte Johnny Fisher. Johnny Fisher, alors lors de mon live avec mes intervenants sur Box Attitude, Thibaut en a un peu parlé. Apparemment, il est assez spectaculaire comme garçon. Donc à voir. Moi, j'ai dû voir 1 ou 2 combats de lui, mais je vous avoue qu'il m'a pas marqué les esprits plus que ça. Ses 2 derniers combats se finissent par KO au premier round. Donc il a quand même un palmarès de, je vais vous dire ça, 12 victoires, 11 KO. Voilà, donc à voir, on verra bien ce que ça va donner, ce combat-là. Et puis après, il y a Moses Itoma, qui a 20 ans, je crois, 19 ans, 20 ans, 19 ans. Donc, qui montre clairement, ils le font grimper. Hein. Donc là, il est de plus en plus haut maintenant sur les cartes. Vous voyez, là, il est en avant-dernière position. Donc il est juste avant le Common Event. Donc là, clairement, il y a une volonté de l'exposer. Et il affronte Dempsey McCain, qui a un palmarès de 22 victoires, 1 seule défaite. Bon, Dempsey McCain, je crois que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. C'est un Australien. Et il avait perdu contre Filip Hrgovic en 2023 en Angleterre. Je vois pas qui c'est, lui. Là, je le connais pas. Bah, sa seule défaite, c'est contre Hrgovic. KO, il se prend KO au 2e round. C'est intéressant. Je comprends mieux le choix de le faire venir lui en sachant qu'il reste sur une défaite par KO, mais surtout en se disant que la seule défaite qu'il a eue c'est Hrgovic. C'est intéressant de le mettre contre lui. Ouais, ça va être un combat intéressant. Franchement, ça va être un combat intéressant. Je m'attends pas à grand chose, mais potentiellement ça peut ouvrir des portes après, selon la performance de Moses Itoma. Faut qu'il gagne d'abord, mais selon sa performance, ça peut ouvrir des portes finalement à ce qu'on commence à avoir des combats intéressants pour lui. Voilà, donc c'est les combats que j'avais envie de vous mettre en avant ici. Et on va parler quand même du Common Event, qui aurait dû être une belle affiche. Bohachuk contre Davis en Super Welter. Donc ça aurait pu être une affiche très intéressante parce qu'il devait affronter Madrimov, dernier adversaire de Crawford, qui avait fait un beau combat contre Crawford. Mais Madrimov s'est orienté vers une autre affiche. Il a été décalé et il va affronter Ortiz en février. D'ailleurs, en février, de ce que j'ai compris, ça va être décalé parce que Beterbiev s'est blessé. J'ai entendu qu'il s'est blessé au poignet. Donc à voir, on en parlera dans un Comment va la boxe de ça, c'est pas le moment. Mais on fera un Comment va la boxe, on parlera de Inoue, le combat reporté. Beterbiev, il va sûrement reporter. On parlera de tout ça dans le prochain Comment va la boxe. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, il sera en sous-carte de cette carte-là. Je peux comprendre, combat plus intéressant pour lui. Et dans une carte beaucoup plus pertinente où il sera bien mieux payé aussi. Je pense que c'est surtout ça qui l'a fait changer de carte. Mais c'est un peu dommage parce qu'en sachant en plus que le combat de l'autre côté s'est reporté, j'aurais préféré voir cette affiche-là. Là, pour le coup, Ishmael Davis, je connais pas du tout. C'est un Anglais, 29 ans. Et Bohachuk, on l'a vu contre Ortiz justement, où il avait quand même envoyé au tapis Ortiz. Donc c'était quand même une affiche intéressante qui promettait de donner un combat assez pertinent. Ah, il a battu Josh Kelly, l'anglais, à son dernier combat. Ok. Donc voilà, moi, c'est un peu dommage. Celui qui y perd vraiment, c'est Bohachuk. Bohachuk, c'était vraiment l'occasion pour lui de se relancer après sa défaite. Donc à voir, ça va être un beau combat, je pense. Ça va quand même être un combat sympa. Mais c'est vrai qu'on est dans une carte qui n'est pas très intéressante. En sachant que c'est quand même un pay-per-view qu'on a là. Au final, on a clairement payé pour le main event, parce que la carte, elle donne pas envie de mettre 1 euro dessus. Voilà, moi, j'aurais pas mis 1 euro sur cette sous-carte. Sur cette carte, voilà. Mais voilà, le main event, c'est clairement ça qu'on paye, avec Alexander Usyk contre Tyson Fury 2. Donc Alexander Usyk qui avait gagné le premier combat. Alors, je vais juste rapidement donner les faits autour de ce combat, présenter ce combat-là. Donc, comme je vous l'ai dit, pour ceux si parmi certains ici n'étaient pas au courant, c'est un combat revanche. Et le premier combat avait été historique parce qu'il représentait le premier combat poids lourd où il y avait les 4 ceintures. Cette fois-ci, tu me diras, donc, logiquement, combat revanche, il y a encore les 4 ceintures. Non, il n'y a pas les 4 ceintures. La ceinture IBF a été retirée à Alexander Usyk parce qu'il n'a pas pris un challenger
de la fédération IBF. Donc on pourrait dire, bon, c'est logique. L'IBF, parfois ils sont un peu sévères. Bon, ils ont remis le titre en jeu entre Dubois et Joshua. Paye ta logique quant à Joshua qui a eu déjà un nombre énorme de chances mondiales. Voilà, Daniel Dubois était classé challenger, donc c'est logique, mais bon, on comprend. C'était qu'il y avait un billet à se faire de l'autre côté, c'était intéressant de faire vivre le titre IBF, qui ne reste pas entre les mains du même champion. On comprend un petit peu le principe. Enfin, quand on gratte un peu, on comprend, on comprend un petit peu l'idée. Maintenant, donc il y aura 3 ceintures quand même en jeu pour ce combat-là. Donc Usyk défend ses titres. Et Usyk, ce qui est beau dans ce combat-là, c'est que là, l'idée, c'est de continuer à marquer un peu plus son histoire, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Même si je pense que la hype est moindre au deuxième combat qu'au premier, je pense. Et je vois qu'il y a quand même un léger avantage pour les gens que Usyk va confirmer. Donc, en sachant qu'on a déjà eu le premier combat et qu'on estime que la majorité voit Usyk confirmer, c'est normal qu'il y ait moins de hype, parce que tu t'attends à sensiblement la même chose. Bon, donc c'est évident qu'on est tous un petit peu moins excités, tu vois. Bien sûr, il y a de l'attente, on se dit, ben, imaginons, on va voir le combat en se disant, imaginons qu'il y a un scénario différent. Usyk qui est un Fury qui bat Usyk, qui trouve la clé que personne n'a trouvée jusqu'ici. Même pourquoi pas Fury qui éteint Usyk comme il avait fait avec Wilder. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là qui nous attire vers ce combat-là. Mais il faut reconnaître que la hype est moins grande. Et qu'aujourd'hui, si Usyk avait défendu son titre contre un autre challenger, peut-être qu'on aurait été un peu plus excité par cette affiche. Mais il n'empêche que ça reste quand même, il reste quand même un engouement autour de ce combat-là. Et comme je vous le disais, je vais revenir à ça, c'est l'idée de l'un comme l'autre peuvent un peu plus marquer leur histoire et l'histoire de la boxe poids lourd. Usyk, c'est un parcours absolument phénoménal. Il a tout gagné en amateur. Chez les professionnels, il va unifier totalement la catégorie des lourds légers. Il est le premier de l'histoire à le faire, les 4 ceintures. Il va être le premier de l'histoire également à défendre les 4 ceintures contre Tony Bellew. Il va monter chez les poids lourds et il devient le premier champion poids lourd de l'histoire à réunir toutes les ceintures poids lourds. Donc, il est forcément le premier de l'histoire à avoir fait toutes les ceintures en lourd léger et toutes les ceintures en lourd. Donc déjà, c'est l'homme de tous les records. Et donc là, bon, malheureusement, c'est là où j'ai un peu les boules, c'est qu'il aurait pu aussi rajouter un record en étant le premier à défendre toutes les ceintures chez les poids lourds, comme il l'avait fait chez les lourds légers. Bon, il n'aura pas ce record-là, mais en confirmant, il installe encore plus son nom dans l'histoire de la boxe et notamment de la boxe poids lourd. Avec ce parcours, parce qu'il y a très peu de boxeurs qui ont réussi à être aussi performants en lourd léger et en poids lourd. Du côté de Tyson Fury, c'est l'homme de notre génération. Et c'est un peu ce que je défendais lors de la première affiche, en disant que j'avais quand même une certaine sympathie envers Tyson Fury, parce qu'il est cet homme qui, dans une génération où moi, j'ai connu que Klitschko, tu vois, clairement, hein, parce qu'avant Klitschko, j'étais trop jeune, mais vraiment, j'ai apprécié la boxe sous l'ère Klitschko. Et c'est difficile d'apprécier la boxe sur l'ère Klitschko. Petit pic pour Klitschko. Et donc, Tyson Fury réalise ce que personne n'arrivait à faire depuis presque une décennie, battre Vladimir Klitschko. Et vraiment le battre à son propre jeu. Et donc, il a ouvert un nouveau chapitre de la boxe poids lourd, Tyson Fury. Et c'était extraordinaire à ce moment-là. J'étais pas fan de Tyson Fury, je ne l'ai jamais été, je ne le suis toujours pas, mais je reconnais les grands moments qu'il a marqués dans la boxe. Derrière, il arrête, il sombre dans tous les travers qu'un homme dans lesquels un homme peut tomber. Tu vois, tu prends un puits où tu mets tous les problèmes de l'homme au fond, lui il tombe dedans, tu vois. Il se jette dedans. Et il fait son retour extraordinaire et il affronte Deontay Wilder, la terreur de Deontay Wilder, et il fait un combat qui restera à jamais dans nos esprits pour ceux qui l'ont vécu en direct. Combat revanche, il bat Wilder. C'est un combat que j'ai vu l'année où il a eu lieu en 2020. Je l'ai vu, je crois, 10 fois le combat. Tellement c'est fou ce qu'il fait Tyson Fury. Il fait encore un grand moment de boxe. Déjà que son comeback est un grand moment. Son combat contre Klitschko est un grand moment de boxe. Son comeback contre Deontay Wilder est un grand moment de boxe. Sa victoire contre Deontay Wilder est un grand moment de boxe. Et là, on commence les problèmes. On commence le problème et il y a beaucoup de déceptions. Le combat contre Deontay Wilder 3 restera épique. Mais petit à petit, on est sur une pente descendante du côté de Tyson Fury. Contre Dillian Whyte, personne ne voulait voir ce combat-là. Tu vois, ça excite
ça n'a jamais excité le fan de boxe qui est en nous. Derek Chisora non plus. Contre Ngannou, il a même déçu le fan de boxe qu'il y avait en nous. Tous les fans de boxe, on en a voulu à Tyson Fury, avec ce combat-là. Et ça, c'est un fait. Il nous a tous blessés à ce moment-là. Et il revient pour Usyk. Là, on lui dit, gars, c'est le moment de te racheter. Et il fait un beau combat. Oui, Fury fait un beau combat. On retrouve un semblant de beau Fury. Et là, ce qu'on espère avec ce combat-là, c'est ok, t'as montré qu'il restait quelque chose de toi. Est-ce que, au combat revanche, tu peux faire mieux encore? Tu peux remonter un peu cette pente descendante? Parce que clairement, avec Usyk, on était quand même sur du mieux. Faut le reconnaître. Moi qui ne l'apprécie pas, j'ai bien ri de sa chute contre Ngannou. C'est vrai, j'ai ri de sa chute contre Ngannou. Mais il y avait du mieux contre Usyk. Et il y a un moment où Fury m'a fait vibrer contre Usyk. Il m'a fait vibrer. Donc là, l'attente, c'est de se dire, bon, est-ce que Fury, pour ce deuxième combat, peut être encore meilleur que ce qu'il a montré contre le premier combat contre Usyk? Et c'est vrai que dans cette idée-là, qui se repose sur des faits, il pourrait poser des problèmes et battre Usyk. Parce qu'il y a un moment dans le combat où on voit Fury battre Usyk. Un moment, on se dit c'est bon, il le tient. Mais c'est Usyk, le redoutable Usyk. Donc on a cette attente là dans ce combat-là. L'attente, elle est ici. Elle est chez Tyson Fury. Dans d'autres vidéos, j'essaierai de vous dire, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois à ça? Et sur quoi je me base pour y croire ou pour vous dire que ça n'arrivera pas? Mais elle est là, notre attente. Et c'est pour ça que ce combat-là, finalement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu sportif qui est quand même réel. Il y a une stimulation, il y a une excitation qui n'est pas aussi grande que pour le premier combat, mais qui est quand même présente et qui va faire quand même qu'on sera devant notre télé, qu'on sera impatient de voir le dénouement à cette histoire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!